Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour au frère Buffet, bonjour à Youssef Indy qui est là, nous nous retrouvons parce que l'actualité court, elle galope même, et non seulement elle nous rattrape mais elle nous dépasse. Alors nous allons aborder avec Youssef Indy un sujet que nos grands médias évoquent peu, mais qui est essentiel, puisque la marmite bouille, mais elle bouille partout. Aujourd'hui, c'est le chaos qui s'installe, tous azimuts. Nous allons parler du Maghreb, et plus spécialement, autant que faire se peut, de l'Algérie et du Maroc, mais on sait que la question du Maghreb déborde, enfin en tout cas de ce grand Maghreb qui va de la Tunisie au Maroc, à l'Atlantique, des mares au golfe des Sirtes, et je pense qu'il faudra évoquer cette question. Youssef, alors, un point, quid de l'Algérie, alors que le président Bouteflika est subclaquant, on vient de l'envoyer en Suisse pour soi-disant un contrôle de routine, mais on voit bien qu'il est réduit à l'état de légume, une légumineuse. C'est pas très aimable de dire cela de la part d'un chef d'État, enfin à propos d'un chef d'État, mais c'est ce qui ressort de toutes les images télévisuelles que nous pouvons avoir de lui. C'est un homme qui est fini, qu'on maintient hors d'eau si c'est possible, ou hors sol, à la façon dont le président Tito, mais avant lui le général Franco, avait été maintenu en vie ou en survie pour permettre des aménagements ou des réaménagements, des réarrangements politiques. Peut-on considérer, Youssef Indy, d'ailleurs, que le président Bouteflika a déjà tiré sa révérence ? Déjà, on sait que le président Bouteflika a été forcé de se représenter à la présidentielle, à la dernière présidentielle, parce que physiquement il ne pouvait pas tenir, ce qui signifie que ceux qui tiennent le pouvoir, l'État profond, on pourrait appeler l'État profond algérien, n'ont pas pu organiser, en tout cas jusque-là, la succession de Bouteflika. Donc il va y avoir un problème de succession qui va se poser. Maintenant, il y a un problème parallèle à cette question de la succession, qui est celui de l'intégrité territoriale de l'Algérie qui est menacée. Faisons un petit rappel de la séquence historique. Il y a eu en 2011 le fameux printemps arabe. Il y a deux pays qui ont véritablement résisté à ce printemps arabe, c'est l'Algérie et le Maroc, de manière différente. On ne peut pas comparer les deux cas, mais l'Algérie a su faire face à ce printemps arabe. En parallèle, on a réactivé les indépendantismes kabyles en Algérie. Et on a vu apparaître périodiquement des groupes terroristes en Algérie. Donc il y a deux leviers sur lesquels s'appuient les impérialistes, ceux qui ont dans le viseur l'Algérie. C'est d'un côté les indépendantistes kabyles, très soutenu par les sionistes et notamment Bernard-Henri Lévy, encore très, très récemment, et les groupes terroristes qui ont vraiment du mal à s'implanter en Algérie au vu du savoir-faire, entre guillemets, de l'armée algérienne dans ce domaine-là. Qui est impitoyable. D'une dureté totale, mais c'est la seule solution. Ils sont radicaux. Donc, le printemps arabe n'a pas marché. Le terrorisme ne fonctionne plus sur l'Algérie. Et là, on a vu ces dernières semaines le président du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est un proche de Bernard-Henri Lévy et qui recevrait beaucoup d'argent de la part des sionistes, pour ne pas dire des Israéliens. Donc on a vu cet individu être mis en avant par BHL, et BHL lui-même revenir sur ce printemps arabe qu'il appelait déjà de ses voeux en 2012. Alors, restons une toute petite seconde sur Bernard-Henri Lévy. À chaque fois qu'il arrive quelque part, c'est un oiseau de malheur. On sait que il est précurseur de toutes les tempêtes. On l'a vu sur la place du Maïdan en Ukraine, avant le grand embrasement, avant la révolution, mais on l'a vu aussi bien en Bosnie, on l'a vu extrêmement actif, même se faire photographier devant des décors pour que les photographies soient plus belles et plus réussies. Il a aussi beaucoup milité pour la guerre en Syrie. Il a beaucoup milité pour la guerre en Syrie. Donc cet homme est un symptôme.
un symptôme de catastrophe imminente. Quand M. Bernard-Henri Lévy se manifeste, on sait que la guerre n'est pas loin. On l'a vu surtout sur la Libye. Pour éviter un bain de sang, c'est lui qui en a fait... on a produit un. On annonçait un bain de sang, soi-disant, sur Kadhafi. Tout le monde sait qu'il y a le fameux lyrisme arabe et que quand Kadhafi faisait des grandes démonstrations verbales, les choses n'étaient pas tout à fait... il fallait en prendre la véritable mesure. Mais 140 000 morts, l'intervention otanesque de l'Italie, du Royaume-Uni, de la France sur la Libye. Donc M. Bernard-Henri Lévy est à prendre en considération, à prendre au sérieux et surtout se dire que les choses deviennent maintenant de plus en plus imminentes. Mais la grande presse, encore une fois, je pense que nos téléspectateurs, plutôt ceux qui nous visionneront, ne savent pas justement que les choses sont en train de déraper du côté du Maghreb. D'ailleurs, si je me souviens bien, en 2012 ou 2013, lors d'un sommet arabe, l'ambassadeur du Qatar s'était adressé à l'ambassadeur d'Algérie en lui disant « Vous êtes les prochains sur la liste ». Il parlait de la Libye, donc il a clairement dit que les prochains, ceux qui étaient dans le viseur, étaient l'Algérie. Donc on voit aujourd'hui les choses s'accélérer. Et il faut mettre cette situation algérienne en parallèle avec la situation marocaine actuelle. On a assisté, on en a peu parlé dans les médias occidentaux, mais pas mal dans la presse africaine, on a assisté à un véritable revirement géopolitique du Maroc. Et il faut expliquer les raisons. Au mois de mars, on a vu le roi du Maroc, Mohamed VI, se rendre à Moscou pour obtenir le soutien de Vladimir Poutine sur la question du Sahara. Et le Maroc et l'Algérie ont passé des accords stratégiques importants. Pourquoi ? Parce que au cours du mois de mars, chose très curieuse qui s'est passée, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se rend en Algérie et fait une déclaration fracassante, il me semble c'était à partir d'Alger, où il parlait du Sahara comme étant occupé militairement par le Maroc. Ce qui est factuellement faux en fait. On sait que la question du Sahara s'est déclarée après les indépendantismes dans les années 50, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les années 70, il faut se souvenir, ce qu'on a tendance à oublier, qu'en 1970, le président algérien Boumedienne avait déclaré que l'Algérie ne s'impliquerait pas, ne s'ingérerait pas dans les affaires marocaines dans le Sahara. Mais les dirigeants qui lui ont succédé ont fait un virage à 180 degrés. Il y a la fameuse ligne de Tindouf, il y a les mines d'or de Tindouf, il y a la fameuse ligne de l'Oueddra, sur laquelle, en fait, régulièrement, il y a encore, je crois, aujourd'hui, des incidents. Ces derniers temps, non, mais il y a eu des incidents provoqués par qui ? Par le Polisario. Polisario, en fait, était une création espagnole, mauritanienne et algérienne. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les années 70, notamment 73-75, l'Algérie n'a pas changé de position sur la question du Sahara. Pourquoi ? C'est pour une question géopolitique simple. L'Algérie voulait très tôt avoir un débouché sur l'Atlantique, parce l'Algérie est quelque part enclavée dans la Méditerranée. Et avait soutenu le Polisario, comme elle ne pouvait pas elle-même pénétrer dans le Sahara occidental, elle soutenait le Polisario pour créer un État indépendant, ce qui donnerait un débouché sur l'Atlantique à l'Algérie. Or, on a vu que cette politique, cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Elle n'a fait qu'envenimer plus encore les rapports entre l'Algérie et le Maroc. Ce qu'il faut dire, et ce que personne ne dit, ce que je pense, c'est que la question du Sahara a été un levier des puissances occidentales pour maintenir le Maroc soumis, notamment aux États-Unis. Parce que, faut se rappeler, avant la chute du mur de Berlin, le monde était divisé en deux. Il y avait les puissances occidentales atlantistes et de l'autre, il y avait les tiers-mondistes rattachés à l'Union soviétique. Après la décolonisation, l'Algérie a choisi son camp, c'est-à-dire l'Est, et le Maroc, l'Ouest, pour des questions historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, au vu de cette situation politique et géopolitique, les puissances occidentales
aurait pu, le Maroc aurait très bien pu récupérer son Sahara dès les années 70. D'ailleurs, en 1975, la Cour internationale de justice n'avait pas déclaré que le Sahara était marocain, mais qu'il y avait un lien historique entre la monarchie marocaine et le Sahara. Mais ils n'ont jamais réglé définitivement cette question pour continuer à avoir une main avancée sur l'Afrique du Nord. Simplement de rappeler que la Mauritanie ne faisait pas partie du Greater Middle East Initiative, l'initiative Grand Orient, qui prévoyait la reconfiguration complète de l'ère arabe et musulmane, depuis le Pakistan, en fait depuis les rives de l'Indus jusqu'à l'Atlantique, mais jusqu'au Maroc, donc, sauf la Mauritanie. Sauf la Mauritanie, que ce plan date de 2004, et même si on n'en parle plus, au fond, c'est ce à quoi nous assistons, c'est son application qui se fait devant nos yeux. Alors j'y viens. Le roi du Maroc a fait... Alors, il faut savoir que le roi du Maroc s'exprime assez peu en public, et fait rarement des déclarations fracassantes. Récemment, après être allé à Moscou, il s'est rendu il y a peu en Arabie Saoudite lors d'un sommet des pays du Golfe. On sait que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe sont très proches du Maroc. Ils investissent énormément d'argent au Maroc. Le roi du Maroc est allé en Arabie Saoudite pour s'expliquer devant ses alliés, pour les rassurer, leur dire que il restera l'ami des pays du Golfe, etc., mais que le Maroc a le droit de modifier sa stratégie géopolitique, et il justifiait par là son rapprochement avec la Russie. Et il a parlé, c'est là où c'est important, il a parlé d'un complot de certaines puissances, il ne les a pas nommées, pour faire éclater les pays musulmans. Et il expliquait très clairement que le Maroc était un des pays visés par ce grand démembrement du monde musulman. Si on regarde les choses, en fait, tout est dit. L'information est ouverte, ce qu'on appelle ouverte, elle est accessible, sauf qu'elle n'est pas relayée et diffusée. Mais il faut noter que lorsqu'un homme, je ne dirais pas un monarque, mais un chef d'État comme le roi du Maroc, va jusqu'à évoquer ce type de possibilité, il ne le fait pas au hasard, il ne le fait pas de façon irréfléchie, et qu'il y a une réalité qui devient pressante. Sinon, on ne parle pas de ces choses. Il y a une réalité qui devient pressante, et on sent... Pressante et oppressante. Et on sent que... Le roi du Maroc, je ne dirais pas qu'il est effrayé, mais qu'il est poussé par la réalité géopolitique, parce que voir le Maroc se détacher de ses alliés historiques, c'est justement historique. L'Union européenne a lâché le Maroc récemment sur la question du Sahara. Déjà début 2014, il y avait eu un incident diplomatique entre la France et le Maroc, car si je me souviens bien, le ministre de l'Intérieur marocain était passé en France, il était dans l'ambassade du Maroc, et l'État français a envoyé la police pour l'arrêter pour des questions de droits de l'homme. Droits de l'homme qu'on a toujours jeté à la figure du Maroc. Je ne dis pas que le Maroc est exempt d'exactions et autres, mais déjà sous Hassan II, on parlait régulièrement, et on interrogeait le roi Hassan II régulièrement sur les questions des droits de l'homme. Donc il y avait, pour maintenir le Maroc sous domination occidentale, il y avait la question du Sahara et la question des droits de l'homme est un moyen de pression tout à fait... Ça fait des décennies. Maintenant, là où je vois la stratégie perfide là-dedans, c'est que Ban Ki-moon lâche le Maroc, Ban Ki-moon qui est sous pilotage, hein. Ban Ki-moon lâche le Maroc sur la question du Sahara à partir d'Alger. C'est pour donner un signal, essayer de faire croire que c'est sous l'influence d'Alger, c'est-à-dire de l'Algérie, que Ban Ki-moon, l'ONU, s'attaquerait au Maroc sur la question du Sahara, pour diviser plus encore l'Algérie et le Maroc. Il faut que les dirigeants algériens comprennent, parce que eux, ils sont toujours impliqués dans la question du Sahara, il faut qu'ils comprennent que le Sahara est pour le Maroc ce que la Kabylie est pour l'Algérie.